Voilà, Communication Plus télévision chez vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à ce tout premier numéro de votre nouvelle émission C'est Plus Presse, votre magazine d'analyse, de décortique et aussi des confrontations inattendues d'opinion. Exclusivement pour ce tout premier numéro, nous allons rester dans l'actualité. D'abord, nous allons parler de cette vive tension observée à l'Université pédagogique nationale où les étudiants ont manifesté contre la hausse des frais académiques, une manifestation qui s'est soldée à des casses et des destructions méchantes. Nous allons également parler de la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Quel remède pour y mettre terme? Aussi, nous allons parler de ces dossiers, de l'affaire de l'assassinat des chérubins au Kende. Qui a fait quoi et où en sommes-nous avec ces dossiers? Voilà, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux deux journalistes des marques. Là, il s'agit d'Alain Kachala et Eddy Kaniki. Eddy, bonjour. Bonjour mon ami. Ça va? Je suis heureux de partager, d'être associé à un séjour pour partager, on va dire, les analyses autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Univers TV. Oui, effectivement, journaliste à Univers Télévision, où j'anime également les émissions politiques à débat. Aujourd'hui, vous êtes derrière la barre. Oui, effectivement, et ce n'est pas la première fois, nous en avons l'habitude. Voilà, merci beaucoup. Nous avons également Alain Kachala. Bonjour Alain. Bonjour Divin, merci. En forme. En forme. Je rappelle, vous êtes journaliste et analyste politique, Exactement. éditorialiste également. Exactement. Voilà, avec nos deux invités, nous allons aborder les thématiques énoncées. D'abord, on va prendre cette vive tension à l'UPN où les étudiants ont manifesté contre la hausse des frais académiques, une manifestation qui a mal tourné. Je commence avec vous, Alain Descasses. Comment jugez-vous ce comportement des étudiants? Merci pour la question. D'abord, ce que je m'aimerais préciser, c'est que Oui. je suis moi-même ressortissant de l'UPN où j'ai obtenu ma licence en communication des organisations. Oui. Nous avons vécu des pareilles situations les années précédentes, mais ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est que le niveau du vandalisme a atteint son paroxysme. Et je me dis, est-ce que ce sont réellement des étudiants qui ont été revendiqués pour la revue en baisse de frais académiques où il y a eu des infiltrés en interne. Mais ce qui est nécessaire, c'est que il faut d'abord comprendre d'où vient le problème. Le problème vient de la fixation de frais académiques en début du mois de juin. On sait qu'à l'Université pédagogique nationale, lorsque nous, on était étudiants, il y avait cette fixation spontanée des frais académiques, deux fois à l'insu même des autorités du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, et ce qui conduisait de temps en temps, presque chaque année, à des revendications, mais celle de cette année va vraiment au-delà de l'humanisme. Mais c'était au mois de juin, pourquoi avoir attendu tout justement ce temps? parce qu'il y avait une délégation estudiantine qui est allée voir l'autorité académique pour demander qu'on puisse rationaliser les frais académiques. Parce qu'il faudrait noter qu'entre 2018 et 2023, il y a eu hausse spectaculaire des frais académiques au sein des universités publiques. On le sait, en RDC, les universités ne coûtent pas cher. Vraiment, qu'on se le dise, en RDC, les universités ne coûtent pas cher parce qu'on le sait que les études coûtent beaucoup d'argent. Lorsque l'autorité académique a fixé les frais académiques en début du mois de juin, il y a la coordination des étudiants et aussi les délégués facultaires qui sont allés voir la rectrice de l'UPN pour demander un dialogue communautaire. Je parlerai même de dialogue horizontal, en vue d'entendre les doléances des étudiants. Nous apprenons que, bien avant ce jour des vandalismes, tous les 10 délégués des facultés ont été suspendus par la rectrice. Ce qui a justement occasionné la colère spontanée des étudiants et il y a eu des débordements. Pourquoi des débordements? Justement parce que ils n'étaient pas entendus, les étudiants n'étaient pas entendus et quand
le peuple, l'opinion n'est pas écoutée par l'autorité établie, alors il faut s'attendre à un divorce temporel. Mais au-delà de tout ce que vous avez épinglé comme motivation, est-ce ces comportements des étudiants est justifié? Comme je le dis toujours, rien ne justifie la violence. Christian Bossembela l'a souvent dit, on ne peut pas accepter la violence, quelles que soient les circonstances. On a vu les étudiants brûler, même mais je vous dis, il y a eu des casses alors que le gouvernement a mobilisé des moyens pour réfectionner les auditoires de l'UPN, pour aménager quelques bureaux, assainir la situation de travail au niveau de l'UPN et voir ce que les étudiants ont fait. Moi, je pense que parmi ces étudiants, il y a des êtres consentis qui ont été manipulés. Des infiltrés également? Je ne parlais pas vraiment des infiltrés parce qu'il faudrait attendre les résultats des enquêtes de la police, mais je parlerai des étudiants qui sont manipulés à aller au-delà de leurs revendications ordinaires. Parce qu'on a vu les étudiants brûler même leur propre bus et caillasser les auditoires, le bâtiment administratif également, comme vous voyez en image, de pneus brûlés. Caillasser les bâtiments administratifs alors que l'argent est décaissé pour ça. C'est une énergie. Récemment, nous avons vu les chefs de l'État aller visiter le home des étudiants. Imaginez que lorsqu'on débourse de l'argent, ne pensons pas que lorsque l'argent est déboursé pour réhabiliter les bâtiments de l'UPN, cet argent provient uniquement des recettes de l'UPN. Non. Est-ce que c'est une manière de saboter les efforts du chef de l'État? Je ne voudrais pas politiser cette manifestation-là, mais je pense que la police doit faire un travail vraiment professionnel pour... Parce que la rectrice de l'UPN... Il faut d'abord identifier toutes ces personnes interpellées, savoir si réellement elles sont des étudiants de l'UPN et comment canaliser aussi leur système de communication pour arriver à un tel acte. Parce qu'il faudrait signaler qu'il y a eu un taux spéculatif qui sillonnait les réseaux sociaux dans les chefs des étudiants pour qu'on arrive à de telles manifestations. Il faudrait vraiment qu'on vérifie si ces étudiants-là étudient réellement à l'UPN et que leurs revendications tenaient la route. Oui, voilà, la police a comme ça signalé l'arrestation de quelques étudiants manifestants. Notamment Faster Ramazani, voilà, qui a été interpellé et tabassé par la police. Et on a également suivi le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi Butondo, qui a annoncé des sanctions contre ces étudiants. Eddy Kaniki, vous pensez qu'il s'agit d'un sabotage? Non, sabotage, non. En tout cas, je ne pense pas qu'il s'agit d'un sabotage. Je voudrais ici justement préciser que à suivre le ministre de l'ESU, enseignement supérieur universitaire, Moïndo Nzangi, il va nous informer qu'il ne s'était pas s'agit de l'augmentation de frais académiques, comme on le dit souvent dans les réseaux sociaux, que les étudiants ont manifesté pour l'augmentation, contre l'augmentation, j'allais dire, de frais académiques. Pour Moïndo Nzangi, l'université pédagogique nationale n'a pas augmenté les frais académiques. C'était plutôt question de réajustement du taux avec les fluctuations que nous vivons, justement, nous allons en parler, les fluctuations sur le franc congolais face au dollar. Alors ça, c'est l'affirmation du ministre Moïndo Nzangi. Maintenant, la question, c'est celle de savoir si lui, ministre, passe aujourd'hui pour lui dire qu'il s'agissait de cela, est-ce que le comité de gestion de l'UPN avait fait passer ces messages au niveau des étudiants pour que les étudiants sachent qu'il ne s'agit pas de l'augmentation des frais académiques, plutôt du réajustement du taux. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il était, on va dire, important, ou il était, on va dire, acceptable que justement le comité de gestion puisse réajuster les taux des frais académiques, alors que partout ailleurs, les parents notamment, qui sont payés en francs congolais, ne le sont pas après réajustement du taux académique. Parce que je suis parent, moi, je suis parent, je suis payé quelque part, on me paye en francs congolais, on va en parler d'ailleurs parce que le gouvernement a pris des décisions quant à ce. Est-ce que là où on me paye de sorte que, en allant payer à l'université, on tienne compte d'un réajustement quelconque? Vous avez dit d'abord, au départ, c'était un problème de communication.
Naturellement. Parce que il a fallu que Moïse Zanghi passe ça pour que vous et moi sachions qu'il s'agissait d'une question de réajustement du taux. Alors je me questionne, est-ce que les étudiants savaient qu'il n'y a pas eu augmentation, mais c'est une question de réajustement? Première question. Deuxième question, s'ils les savaient, est-ce qu'il y avait un communiqué officiel, communication? Y avait-il un communiqué officiel stipulant que, chers étudiants, il ne s'agit pas d'une augmentation, il s'agit plutôt d'un réajustement? Mais vous avez Troisièmement, Alain Kachala. Troisièmement, allez-y. Alain Kachala nous a révélé, je le savais, vous le savez peut-être aussi, qu'il y avait des discussions entre la délégation les délégués facultaires ainsi que le comité de gestion. Est-ce que, à l'issue de ces discussions, le délégué facultaire avait eu le temps, l'occasion, le moment de pouvoir ramener vers les étudiants les contenus de leurs différents échanges avec les comités de gestion? La question reste posée. Ni le comité de gestion, ni Moïse Zanghi, ni même les étudiants, personne de toutes ces parties ne nous révèle ce qui s'était réellement dit, ce qui avait été déversé vers les étudiants. Voyez-vous? Alors moi, je pense, à mon humble avis, qu'il s'agira ici d'interpeller également le comité de gestion pour un éclaircissement plus large sur cette question. Voyez-vous? Mais de l'autre part, je voudrais dire ici que ce n'est pas là un moyen pour moi de pouvoir donner raison aux étudiants pour dire qu'ils ont bien fait de pouvoir notamment caillasser, détruire le bien public qui appartient à tous les étudiants, non seulement à tous les étudiants, mais à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il n'y avait-il pas moyen de pouvoir procéder autrement qu'en passant par ces genres d'échauffourées? Toutefois, c'est quand même bien de constater que le bâtiment qui a été rénové, toujours de propos de Moïse Zanghi, les bâtiments qui ont été rénovés n'ont pas été touchés, heureusement a-t-il dit. Et donc, c'est les anciens bâtiments qui ont été touchés. Je pense que les étudiants, certains étudiants ont quand même compris qu'au regard de moyens qu'on avait mis en jeu pour la rénovation de ces bâtiments, il n'était pas question de venir les détruire déjà d'aussitôt. Et Moïse Zanghi va nous apprendre que c'est d'autres étudiants qui se sont intercalés contre ceux qui voulaient venir pour pouvoir, on va dire, détruire ces bâtiments. Mais au regard, Eddy Kaniki, au regard des dégâts enregistrés, la rectrice parle d'un sabotage et également qu'il ne s'agissait pas seulement des étudiants, mais également il y a eu quelques voyous qui ont infiltré. Oui, nous avons été aussi étudiants. On va se souvenir que nos universités, instituts supérieurs d'une manière générale, ne sont pas clôturées. Aux abords de nos universités, il y a des habitations. Et il y a des habitations où il y a des jeunes garçons qui sont en relation avec les étudiants. Alors, lorsque les étudiants manifestent, généralement, on dit que la foule n'a pas d'âme. Lorsque les étudiants manifestent de cette manière-là, on peut dire qu'il y a eu également incursion de leurs amis, de leurs pires petits du quartier qui se sont impliqués dans cette situation. Moi, je ne voudrais pas ici forcément parler d'un sabotage, parce que lorsqu'on parlerait d'un sabotage, il s'agira de penser à une organisation bien structurée qui a pensé, un acte prémédité, où on a pensé qu'on ira faire ceci et cela. Moi, je ne voudrais pas penser comme le fait la rectrice. Moi, je pense qu'il s'agit là des étudiants qui se sont d'abord énervés, parce qu'on a sanctionné, je crois, 11 délégués facultaires. Est-ce que le comité de gestion avait pris le temps de tempérer le mouvement? En tout cas, moi, je crois que la grande responsabilité ici, moi, je l'incombe au niveau du comité de gestion. Parce que lorsque vous avez des enfants rebelles, oui, il faut trouver le mécanisme pour pouvoir les amener à se calmer, plutôt que ça puisse se passer comme ça s'est passé, que nous déplorons tous. Moi, je crois que la responsabilité quand même du comité de gestion est à mettre en exergue. Vous rejetez la responsabilité au comité de gestion, et de l'autre part, on a également quelques délégués facultaires qui ont été interpellés. Et Alain Kachala, vous pensez
vous ne pensez pas à la responsabilité des délégués facultaires? Vous savez, lorsque... Parce que ce sont eux qui ont mené cette manifestation. Il y a une habitude dans l'administration congolaise en ce qui concerne la revendication des agents. Souvent, nous avons enregistré des cas de grève. Oui. Lorsqu'il y a un mouvement de grève et que vous allez interviewer les responsables des entreprises, ils vont vous dire, écoutez, non, c'est un groupe de manipulés, vous voyez, il y a toujours une main noire derrière. On trouve toujours une main noire derrière. Ce n'est pas une bonne politique en administration. Un leader, lorsqu'il y a une situation latente qui préoccupe au plus haut point la survie d'une administration, qu'est-ce qu'on fait? On crée des groupes de dialogue en interne, justement pour faciliter l'interaction et la compréhension même de la communication. Et peser des tensions. Je vous dis, s'il y avait sabotage, c'est qu'il y avait, comme M. Dikani a dit, il y avait un groupe bien organisé, bien structuré, qui a bien planifié son plan, sachant même que l'UPEN se trouve à proximité d'un poste de police situé juste près de l'arrêt. Vous voyez? Donc, une fois qu'il y a eu de telles manifestations et qu'il s'agissait vraiment d'un sabotage, croyez-moi que nous aurons entendu des morts. Ce qui s'est passé à l'UPEN n'était qu'un mouvement spontané dû à la non-communication des officiels sur ce qui s'est passé réellement. Il s'agissait justement des réajustements de frais académiques. Mais oui, comme du taux, vous voulez dire. Oui, du taux. Oui. Mais vous réajustez le frais académique par rapport au taux de change actuel sur le marché. Est-ce que vous vous rendez compte de la manière dont les parents payent les frais académiques des étudiants? Beaucoup de gens sont dans l'administration publique, sont payés en francs. Et on vous paye par exemple $100 en francs au taux de 20. Mais Alain Kachala, le frais a déjà été fixé en dollars déjà en début de l'année. Maintenant, mais c'est ça, on doit revenir en arrière parce qu'il y a eu hausse de dollars. Pourquoi fixer le taux en dollars lorsque les parents des étudiants sont payés en francs? Pourquoi? Au moment où nous savons qu'il y a une précarité du taux d'échange sur le marché, vous fixez... Et imaginez que depuis le début du mois de juin, il y a déjà des étudiants qui payaient les frais académiques. Et c'est comme ça que la délégation des délégués facultaires s'est réunie pour demander aux étudiants de ne plus payer les frais académiques, qu'on aille voir les autorités, qu'on sache qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que lorsque vous avez un étudiant à l'université qui vous dit que papa, désormais, cette année, on va payer par exemple $240 par an, 470. Pour ma 440, fille qui est étudiante là-bas. 470. 470. Première tranche, $300. $300. Deuxième tranche, 170. Vous voyez? Et que M. Edi Kaniki, par exemple, est fonctionnaire de l'État où il gagne, par exemple, 600 000 francs congolais le mois. Et quand l'État congolais lui paye ça, dans la tête de l'État congolais, il sait qu'il paye M. Edi Kaniki au taux de $300. Vous voyez? Et que M. Dikani qui se rend compte qu'aujourd'hui ma fille revient à la maison pour me dire papa, désormais ce ne sera plus 470, c'est $510 qu'on va payer. Mais au stade actuel, quelle solution? Doit-on revenir en arrière ou il faut encore privilégier la méthode de la communication comme vous l'avez dit? La solution, elle est simple parce qu'il faut d'abord savoir que la fixation de frais académiques découle des attributions du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et ce pour toutes les universités de l'État. Vous voyez, lorsqu'on veut réajuster les frais académiques au taux d'échange, il faudrait maintenant prendre une décision collective. Parce que je me rends compte que c'est seule l'Université pédagogique nationale qui a pris cette initiative alors que l'IEC existe, l'ISP Gombe est là, l'UNIKIN exactement. Pourquoi on n'a pas entendu parler de ces échauffourées à l'UNIKIN ou dans une autre université de l'État? C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une mauvaise foi. S'il y avait un sabotage, c'est au niveau de l'administration et non au niveau des étudiants. Et justement, moi, sur cette question, j'ai reçu une fois la délégation des étudiants de l'UNIKIN, je crois que c'était au début de cette année, je les ai reçus sur le plateau. Parce concernant justement le taux, question des réajustements de taux. Ces étudiants étaient venus pour s'exprimer sur ces fameux réajustements du taux. Pourquoi on paye nos parents en francs congolais sans tenir compte du taux parallèle, mais l'université qui est une institution officielle, elle
va fixer le frais académique sur base du taux parallèle. Vous voyez un peu, c'est quand même un peu bizarre. On fixe le taux sur base du taux parallèle alors qu'on est une institution officielle. Voyez-vous? Mais pendant ces mêmes moments, les parents de ces étudiants-là, eux, on leur paye sur base du taux de la banque. Voyez-vous? Alors, quelque part, non seulement les ministres de l'ESU, mais c'est le gouvernement qui doit s'y pencher. Donc c'est une question à prendre au sérieux. Aujourd'hui, c'est l'IPEN, demain, ça sera l'UNIKIN et ISC. On va également ça risque de perturber les jeunes de la francophonie. Parce qu'il a dit si bien, lorsque vous augmentez le taux de paiement des frais académiques, de l'autre côté, on n'a pas augmenté le paiement ou le taux du paiement des parents. Exactement. Voyez-vous comment la situation va se passer à ce moment-là. Voyez-vous? Et donc, effectivement, les étudiants ont eu raison de revendiquer. Il faut le dire. Les étudiants ont eu raison de revendiquer. Mais malheureusement, leur revendication a pris des proportions, on va dire, non contrôlées. Malheureusement, a pris des proportions non contrôlées. Nous pensons qu'il ne suffit pas au gouvernement de dire que ces étudiants ont été exclus de l'académie des études. Non, ce n'est pas non plus une bonne solution. Ça fait partie des mais des non, ce décisions, n'est pas non plus une bonne décision parce que rééduquer la jeunesse, c'est les envoyer à l'université. Alors, s'ils ont commis cette faute, à mon humble avis, il existe d'autres mécanismes et des sanctions pour ramener ces jeunes à la conscience, les autres fois où il y aura besoin de revendications, que celles-ci puissent se passer dans le respect des principes des vies communes. Mais quant à dire que cette sanction, c'est aussi une manière de prévenir les autres étudiants. Oui, c'est ce que j'ai dit. Les sanctions, Donc, il en existe beaucoup. Il n'y a pas que comme sanction exclusion de l'université. Exactement. Parce que lorsque vous excluez, ça veut dire que vous les envoyez, on va dire vous les envoyez où? Mais voyez-vous, parce que, on doit quand même prendre des fortes sanctions. Non, mais je voudrais vous rappeler ici qu'il y a des gens qui n'étudient pas à Kinshasa, qu'on appelle des Kuluna. Je voudrais vous rappeler que le gouvernement a mis en place un programme pour prendre justement ces Kuluna-là, les amener vers des formations, vers l'apprentissage, vers la formation. Et maintenant, il y a de ceux qui étudient parce qu'ils ont commis des bévues, on va les prendre pour les laisser dans la rue. Pour moi, je trouve que c'est contraste. Exactement. Donc, il faut sanctionner ces étudiants, c'est vrai, mais trouver d'autres mécanismes et des sanctions qui vont donner une leçon aux autres étudiants, de sorte que prochainement, s'il y a manifestation, que ça ne prenne pas des proportions que nous déplorons tous. Merci beaucoup, Eddy. Je voudrais compléter, M. Di. Oui, rapidement, parce que là, on doit rapidement, évoluer. parce que lorsque vous vous posez des questions par rapport aux sanctions fortes, ça c'est très bien que les meilleures sanctions dans une administration, ce sont les bonnes décisions. Il faut savoir bien prendre les décisions. Quand on prend des décisions qui rencontrent le satisfecit des dirigeants et des dirigés, en ce moment-là, il a parlé même de la réinsertion professionnelle avec l'interpellation des Kuluna et leur orientation vers Kanyamaka. Savez-vous que c'est une forme de sanction pédagogique? Oui. Prendre un criminel, le condamner et l'envoyer en formation, c'est une forme de sanction pédagogique. C'est pas toujours la finalité d'une sanction dans un pays qui a besoin de faire naître des élites, ce n'est pas d'envoyer des gens simplement en prison, mais c'est de faire des prisons des lieux de réarmement moral et de réajustement intellectuel pour les étudiants. Pour le cas des étudiants, on ne va pas parler de la sanction simplement des étudiants. Il faut sanctionner ceux qui ont occasionné le chaos. C'est le comité directeur de l'UPN. C'est ce comité-là qui a causé ce chaos. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alain Kachala. Et il faudrait dire que les étudiants, non seulement ils ont manifesté pour le réajustement du taux, mais c'est aussi parce qu'au préalable, la rectrice avait déjà sanctionné pour 6 mois les délégués facultaires. Exactement. Or, les délégués facultaires sont ceux-là qui allaient justement représenter les étudiants auprès du comité de gestion. Et la cause est connue. L'UPEN est la seule université au Congo qui a fini l'année académique la dernière. La dernière. Les étudiants étaient délibérés au début du mois de mai.
Délibéré au début du mois de mai, on Mais va les- terminer les naturellement. problèmes- les Mais problèmes c'est n'étaient pas une information liés- que je donne. n'étaient pas lié Oui. du tout Si, si. aux frais académiques. Non, tout ça, ça fait méli-mélo. Ouais. Il a raison de dire que délibéré, le dernier ou la dernière de toutes les universités, il a raison. Parce qu'effectivement, je vous ai dit que ma fille est étudiante là-bas. Bien que délibéré, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas encore, ils n'ont pas encore le résultat définitif. Là, Exactement. vous mettez toujours en question le nouveau comité de gestion. Mais c'est la Oui, plus mais mauvaise, c'est c'est le plus mauvais comité de gestion qui existe depuis que l'UPEN est université. Bah, en tout cas, moi, je ne Ah, sais c'est pas vous si qui c'est le le plus dites, hein. mauvais. Je ne C'est sais le pas plus si c'est mauvais parce que je suis un ancien de l'UPEN. Vraiment, je peux vous dire, Ouais. imaginez que l'année académique, vous avez une fille à l'UPEN, elle va vous dire l'année académique à l'UPEN a commencé au mois de juin. Ok, c'était pas le seul sujet, la seule thématique du jour. Nous allons présentement parler de la dépréciation du franc congolais face au dollar américain parce que ça fait partie des conséquences de cette dépréciation. Vous avez vu, il y a eu marche à l'UPEN, les étudiants ont manifesté tout justement parce que les taux d'échange n'est pas toujours stable. Trop de mouvements et le franc congolais qui perd de plus en plus sa valeur face au dollar américain. Et là, on va prendre d'abord les propos. On va retrouver le ministre des Finances congolaise, Nicolas Kazadi, qui a fixé l'opinion par rapport aux différentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. La première des mesures, c'est que la Banque centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes, a commencé à intervenir sur le marché des changes. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation, d'abord stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. La deuxième mesure, pour accroître les besoins de l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain, nous allons en tant que Trésor privilégier le paiement de l'impôt en franc congolais. D'abord, nous allons renforcer le suivi du plan de trésorerie. Nous avons un plan de trésorerie que nous gérons en accord, en coordination avec la Banque centrale. Nous allons accentuer ce contrôle, cette collaboration, pour avoir une plus grande visibilité sur l'offre et la demande des devises, sur l'offre et la demande des francs congolais. Et dans cette trésorerie, nous allons particulièrement veiller à ce que les dépenses en cash soient évitées ou limitées au strict minimum. Donc, nous avons dit, nous allons être beaucoup plus stricts à partir de demain. Nous avons déjà commencé à serrer cela, mais à partir de demain encore plus, nous allons proscrire tous les paiements qui se font au guichet de la Banque centrale. Voilà, c'était là Nicolas Kazadi, le ministre de Finances congolaise, qui est revenu pratiquement sur les différentes mesures prises par les gouvernements pour lutter contre la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. On a parlé des conséquences. Là, on va retrouver rapidement, cette fois-ci, Eddy Kaniki. Le gouvernement a pris quelques mesures pour lutter tout justement contre la dépréciation du franc congolais face aux dollars américains. On a parlé de payer cette fois-ci, le paiement d'impôts se fera désormais en franc congolais. Le gouvernement, justement, est en train de nous apprendre que le paiement se faisait en devise. Oui, oui. C'est ce qu'il nous apprend sans vouloir les dire, sans les dire. C'est ce qui est sous-entendu. Voilà. Donc, le gouvernement est en train de nous dire quelque part que lui-même est à la base de cette dépréciation. Parce que les lois existent qui disent que les transactions en République démocratique du Congo doivent se faire en francs congolais. Alors, s'il nous dit qu'à partir de cet instant, ça va se faire en francs congolais, il est en train tacitement de nous dire que jusqu'ici, ça se faisait encore en devise. Alors, on va dire que quelque part, le gouvernement est aussi responsable de ce qui nous est arrivé. Mais vous saluez quand même cette décision. Laquelle décision? Vous me posez de savoir si je connais quelle décision. Je n'ai pas très bien compris votre question. Vous saluez le paiement de décision l'impôt en de francs. payer l'impôt en francs. Oh, oui, important. naturellement, je salue cette décision, mais je dis que c'est quelque chose que nous connaissons déjà. Le Qui devait gouvernement, être, d'ailleurs. le gouvernement ne vient rien nous informer parce que
c'est comme ça que veut la loi. Et que le gouvernement a constaté peut-être que ça ne s'est réalisé pas ainsi. Nous venons d'en parler, il dit on va payer l'impôt en francs congolais. Oui, en francs congolais, mais sur base de quel taux? Parce que tout ce qui se fait, on le paye en francs congolais, c'est vrai, mais à un taux parallèle. C'est ça le problème. On suppose qu'on va également taxer en francs congolais. Non, mais il y a un problème. Ça ne va pas faire référence au dollar américain. Regardez comment ça se passe, notamment en ce qui concerne le loyer. Oui. On vous dit, vous payez 100 dollars en francs congolais, mais au taux du jour. Ça veut dire que le jour où 100 dollars sera 260 000, et du coup, vous pouvez votre loyer qui dit du coup Mm. de 250 à 260 000. Voyez-vous, ça pose donc un problème. Nous pensons que c'est vrai, le gouvernement a très bien fait de pouvoir se réunir pour se pencher sur cette question qui est du reste non seulement en République démocratique du Congo, mais partout ailleurs. On constate que même en France, en Europe d'une manière générale, il y a dépréciation de l'euro face au dollar. On nous explique que c'est suite notamment à la guerre en Ukraine. Est-ce qu'ici, c'est pas exagéré? Comment vous dites? En RDC, c'est pas exagéré. Bon, l'exagération, on ne sait pas s'il faut le mesurer par rapport à qui ou par rapport à quoi, mais ce que l'on constate, c'est que le climat économique, d'une manière générale, le climat économique mondial est en train, n'est-ce pas, de se fissurer à cause de la guerre en Ukraine. Nous apprendons par les économistes. Ils disent que la guerre en Ukraine a une influence sur l'économie mondiale, ce qui fait que les différentes économies des pays, maintenant, chacun selon sa gestion, selon sa politique économique, est en train de perdre le taux ou de connaître l'inflation. Voyez-vous? De sorte que chaque pays, à son niveau, trouve des mécanismes pour permettre en sorte qu'il puisse stabiliser, on va dire, l'économie de son pays. Alors, si notre gouvernement s'est réuni hier ou avant-hier, la question qui nous taraude l'esprit, c'est celle de savoir, en tant que gouvernement qui doit prévoir et anticiper, qu'attendait-il pour faire le même exercice qu'il a fait hier, lorsque le taux avait quitté de 22 pour 23, ensuite 24, puis 25, puis 26, c'est alors qu'il va se réveiller, c'est à se questionner si le gouvernement ne s'est pas réveillé un peu en retard, mais toutefois, mieux vaut se réveiller tard que jamais. Voilà, on parle du gouvernement. Le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a promis de faire baisser les dollars, mais ce qui n'est toujours pas le cas. Alain Kachala, vous pensez également que cette décision, bien cette communication ne valait pas la peine? Moi, je pense que c'était une communication purement politique, justement pour s'accorder une certaine opinion, une certaine image sociale. C'était purement politique. Ça, c'était un caméré politique. Vous savez, il y a des ministères qui constituent des ministères techniques de la gouvernance publique. Je parlais du ministère des Finances, le ministère de l'économie, le ministère du budget. Ce sont des ministères techniques où il ne faudrait pas venir avec des... Il ne faudrait pas utiliser un discours purement politique. Il faut être un stratège et non celui qui... Mais cette décision fait également partie des stratégies, quand vous parlez des stratégies. Non, mais lorsqu'on promet la réduction du taux de dollar, non, le dollar n'est pas créé en RDC, c'est un billet américain. Moi, j'aurais voulu qu'ils promettent aux gens que nous allons rendre l'économie congolaise compétitive face à d'autres économies des pays qui nous entourent, mais pour promettre la baisse du taux d'échange, c'était une Nicolas folie. Kazadi, au moins, a parlé de quelques mesures. Il a parlé du suivi du plan de trésorerie, du paiement d'impôts en francs congolais et des dépenses en cash limitées. Il faudra aussi cristalliser d'abord le taux d'échange en utilisant nos réserves d'échange, tout ça. Moi, je pense que le problème de comme M. Dikanik l'a si bien dit, notre problème, nous faisons la politique, nous faisons de la gouvernance de notre pays comme si on était dans une société d'urgentistes. Il faut attendre des dégâts pour prendre des résolutions. Il faut attendre des catastrophes pour prendre des mesures. Et ça, c'est inquiétant pour un pays qui s'est dit émergent ou en voie de développement. Depuis
le début de cette année, des experts économiques ayant constaté les conséquences logiques de la guerre russo-ukrainienne sur l'économie planétaire ont interpellé le gouvernement par rapport aux dépréciations, à la dépréciation spectaculaire du franc congolais face au dollar américain. Depuis le début de l'année, au moment où on passait d'un gouvernement Sama 1 à un gouvernement Sama 2, il n'y a eu aucune rencontre de bilan, il n'y a eu aucune séance de travail pour se dire que voilà, nous aurons un gouvernement Samadé, telle résolution économique doit être prise pour pallier à cette crise économique qui est en train d'affecter la survie de notre nation. Mais toutes ces mesures se prennent au sein du gouvernement. Le gouvernement s'est réuni autour. Moi, je vais vous parler par exemple. Il y a un comité de je vous parle simplement d'un point ici essentiel. Le paiement d'impôts en francs congolais. Oui. Monsieur Kazadi nous apprend que depuis toujours, en République démocratique du Congo, des opérateurs économiques, des étrangers comme des nationaux payent l'impôt en dollars. Ce qui est un sacrilège économique. Si on doit penser qu'un jour, la RDC puisse être une nation assise. Mais c'est ce qui justifie du point de vue économique. Cette hausse du dollar. Ce sont des résolutions à prendre même au début du mandat. Ce n'est pas en ce moment-ci. Et rassurez-vous, je ne suis pas contre la politique de Nicolas Ce n'est pas une manière d'interpeller également, ils veulent maquiller la situation économique. Nicolas Kazadi n'est pas à la hauteur de ses compétences. Un ministre des Finances, c'est quelqu'un c'est un avant-gardiste de l'économie. Il prévoit, il prévient. Raison pour laquelle il y a des prévisions budgétaires. On parle bien des prévisions. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on peut faire face à telle difficulté, on peut faire face à telle situation économique. Comment nous pouvons... Savez-vous qu'aujourd'hui, s'il y a vraiment une guerre mondiale proprement dite, la RDC ne va plus survivre. Économiquement parlant. Pourquoi? Parce que la RDC elle-même ne produit absolument rien du tout. La RDC ne produit absolument rien du tout. Nous sommes dans une économie létale, une économie moribonde. Et face à une telle économie, rassurez-vous, on ne peut que être la conséquence, on ne peut que subir la conséquence de ce qui se passe ailleurs. Mais je vais parler rapidement de ce qui se passe en Russie, en Ukraine, par rapport aux économies africaines. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit que non, c'est la guerre russo-ukrainienne qui cause la crise en Afrique. Non, ça c'est caché les irresponsables. Mais ça fait partie des raisons, Edi Kani qui l'a évoqué. Écoutez, ça fait partie des raisons. On sait pourquoi l'Europe est en train d'asphyxier l'économie africaine. C'est justement pour pousser les pays africains à soutenir les Européens dans leur lutte pour sauver l'Ukraine. Ça n'a rien à voir avec la situation économique. Je vais vous donner une autre précision. Savez-vous que l'Ukraine fait partie des grands producteurs de blé au monde et qu'une grande quantité de blé arrive ici en Afrique alors que l'Afrique a plus de terres arables que l'Ukraine? Je vais parler justement de la RDC. Est-ce que vous pouvez comparer un pays comme la République démocratique du Congo à l'Ukraine en termes de terres arables? Et que nous, on doit dépendre d'une économie étrangère pour la survie de notre nation. Moi, je pense que déjà, le paiement d'impôts en francs congolais voudrait simplement dire que la gouvernance financière de Nicolas Kazadi est totalement bananière. Suivi des plans de trésorerie, c'est maintenant qu'il faut faire le suivi des plans de trésorerie alors que nous sommes à quelques mois de la tenue des élections. Si on est incapable de gérer cette situation de dépréciation du dollar, du franc congolais face au dollar, comment arriverons-nous à organiser les élections dans le délai? Mais vous avez attaqué sans franc le ministre Nicolas Kazadi. Parce que c'est lui le vrai premier ministre. Sûrement, il y a eu de prévisions, mais quand on évolue, on doit également évaluer quand même ce qu'on avait prévu. Quand ça ne marche pas, il faut prendre d'autres décisions. Le ministre Nicolas Kazadi l'a peut-être fait. Mon cher ami, nous avons vécu ici la crise de maïs. Le pouvoir de M. Tshisekedi a commencé qui a été résolu après l'itinérance. Quelle résolution? Avec quelle production de maïs local? Il n'y a aucune production de maïs local. C'est la Zambie. Pardon? Il y a Kanyamaka, c'est ceux qui produisent quand même une grande quantité de maïs. La quantité de maïs de Kanyamaka, ce ne peut que nourrir une bonne partie de la province du Haut-Katanga. Même l'entièreté de la province de Kinshasa, c'est difficile de la nourrir avec les maïs de Kanyamaka. Rassurez-vous. Il faudrait qu'on ait plus de Kanyamaka, c'est presque dans chaque territoire
pour penser à s'auto-nourrir. Edi Kaniki, Alain Kachala l'a dit, les problèmes est ailleurs. Il s'agit bel et bien de la production. Vous partagez le même avis? Ben, pas tellement, Oui. sur cette question. Le problème est ailleurs, pas tellement, parce que au-delà de Nicolas Kazadi et de son gouvernement qui ont presté hier pour nous donner ces solutions que le gouvernement a pris, il y a également les médias étrangers que nous suivons. Nous suivons le France 24, TV5 et j'en passe. Nous suivons les différentes radios à travers le monde. Nous suivons également des techniciens de ces domaines-là, des maîtres en économie. Nous apprenons d'eux. Je voudrais rappeler ici que nous ne sommes pas économistes, nous sommes nous journalistes. Exactement. Et nous apprenons d'eux et nous apprenons qu'effectivement, cette guerre a une influence non seulement en Afrique, contrairement à ce qu'il dit, mais même en Europe. Je vous ai dit ici qu'il y a dépréciation de l'euro face au dollar. Dépréciation de l'ordre de 11%. Nous avons vu également que sur le marché dans les alimentations en Europe, il y a augmentation vertigineuse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Voyez-vous? Donc, ce que nous vivons en Afrique et particulièrement au Congo, les Européens ou les Occidentaux les vivent aussi, mais sauf que nous reprochons ici à Nicolas Kazadi et les autres le fait de dire qu'ils viennent de prendre des mesures hier et avant-hier. Alors que ceux de là les ont déjà prises, les mesures, depuis la sortie notamment du Covid-19, Exactement. À l'issue de la crise du Covid-19, mais également par rapport à cette guerre qui s'est vue. Il y a eu des réformes économiques, dans plusieurs pays. Qui s'est vue, comment dirais-je, allez, en Ukraine et en Russie. Alors, de mon point de vue, j'ai dit, il n'est jamais, j'ai terminé, il n'est jamais trop tard pour bien faire, ça je l'ai dit, tout en disant que c'était mal faire que d'accepter que toutes ces impôts, notamment avec les miniers, dont l'impôt est assez considérable, colossal, voilà. que cela soit payé en dollars. Et vous nous dites aujourd'hui que ça fait partie notamment des raisons qui ont amené à cette dépréciation. Et donc nous vous tirons pour responsables. Voilà, il faut chercher les responsables. Je ne sais pas, chacun va trouver ses responsables. Vous rejetez la faute au gouvernement. Non, principalement sur Nicolas Kazadi et Vital Kamere et Dikani qu'il a évoqué ici. Il s'agit, les faits sont vraiment exogènes et il ne faut pas tenir derrière nos autorités, mais nous les encourageons également à prendre des précautions pour lutter contre cette dépréciation du dollar, du franc congolais face au dollar américain. Là, nous allons rapidement, nous allons prendre le tout dernier chapitre qui est sur l'affaire assassinat de l'honorable Chéribin Okende. Tout récemment, la police nationale congolaise a interpellé les journalistes Peter Tiani pour avoir publié, alerté sur l'enlèvement de Chéribin Okende à 14h pourtant. D'après son garde-corps, Chéribin Okende était au parking de la Cour constitutionnelle à 16h. Voilà. Et ça se passe comment? Déjà, il y a eu quelques journalistes qui ont haussé les tons. Certains parlent de l'acharnement sur les journalistes. Vous partagez le même avis, Alain Kachala? Je commencerai d'abord par présenter nos condoléances à la famille de l'honorable Chéribin Okende. Oui. Un homme franc, un homme intellectuel. À l'intelligence assez éclairée. Moi, je l'admirais toujours de loin, je le suivais à travers les médias. À chaque fois qu'il devrait parler du Congo, il parlait beaucoup du Congo avec amour et dans sa gestion, bien que je n'ai pas apprécié sa gestion au niveau du ministère de Transport. Du ministère de Transport, surtout que la ville de Kinshasa a été victime de sa mauvaise politique. Malgré qu'il a doté la République qui a des bus transacadémiques. Oui, mais la situation de la circulation des personnes et des biens pose problème. Voilà. On va s'atteler sur l'aspect invitation Peter Tiani parce qu'on en a vraiment parlé sur l'assassinat de Chéribin Okende. Allez-y. Bon, moi je pense que l'interpellation de Peter Tiani, ce n'est qu'une précipitation inutile. Une précipitation. Une précipitation inutile. Du moment où on a des informations sur tel
telle autre personne impliquée dans telle situation, il faudrait simplement attendre, rassembler tous les éléments et interpeller celui qu'on doit interpeller. Prendre une personne, un journaliste comme Peter Tchani, juste pour vérifier telle autre information, on risque de brouiller les pistes. On risque même de changer la donne, l'orientation, la boussole des enquêtes qui sont déjà en cours. Moi, je pense que s'il faudrait vraiment faire un travail qualitatif, un travail d'investigation assez professionnel, il faudrait d'abord laisser Peter Tchani vaquer à ses occupations, attendre les résultats d'enquête et passer aux actions judiciaires. Mais c'était juste une invitation quand même. Nous sommes censés collaborer avec la justice. La collaboration avec la justice ne pose aucun problème du moment où l'acte de l'assassinat des chérubins Okende, l'interpellation rejetée de Matata Pognon pousse certaines personnes à avoir assez d'hésitation, assez de réserves envers les autorités judiciaires et sécuritaires. Alors, face à une telle situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Attendons les résultats d'enquête, interpellons ceux qui doivent être interpellés et que la lumière soit faite sur cette situation. Mais cette invitation également fait partie de l'enquête. Ça fait partie de l'enquête, comme j'ai dit, c'est précipité. C'est précipité. Vous savez, lorsque le crime est organisé, comme Pierre Corneille a dit, quand les crimes d'État se mêlent au sacrilège, le sang ni l'amitié n'ont plus de privilèges. Ce qui veut dire que nous sommes face à un crime d'État. Un crime d'État, on cherche non seulement le commanditaire, mais aussi les collimateurs. Face à une telle situation, il faudrait d'abord finir toutes les enquêtes. Merci beaucoup, Alain Kachala. Finissez toutes les enquêtes et passez à l'étape des interpellations. En ce moment-là, vous savez, dans le système d'interpellation, qui fait partie des priorités et qui fait partie des auxiliaires. Merci beaucoup, Alain Kachala. On ne doit surtout pas dicter à la police, ou encore à la justice. Ah non, c'est une proposition. Ce qu'elle doit faire au stade actuel. Eddy Kaniki, un acharnement contre Peter Tchani? Oh, pas du tout. L'acharnement, non, pas du tout. L'interpellation ou l'invitation d'un journaliste que je suis ne constitue en rien on va dire un acharnement, acharnement. Voilà, c'est ça. Ça ne constitue pas d'acharnement, c'est tout simplement dans le cadre de l'enquête. Je suis à la fois, comment on va dire, étonné que mon ami Alain Kachala parle d'enquête lorsqu'il s'agit des autres personnes, mais lorsqu'il s'agit des journalistes, il dit non, c'est précipité. Non, l'enquête, justement, c'est un tout. Oui. L'enquête consiste à interpeller à la fois Peter Tchani, à interpeller à la fois les chauffeurs, les gardes du corps, et interpeller tout ce monde-là. C'est à force de les écouter une fois, les écouter plusieurs fois, que chacun d'eux, qu'on va tirer les informations assez suffisantes qui puissent permettre d'élargir les champs, qui puissent ramener jusqu'au niveau d'appréhender si les auteurs, s'il y en a. Voyez-vous, maintenant on dit qu'on interpelle Peter Tchani. Pourquoi? Parce qu'il a tweeté avant même la disparition de chérubin Okende, quoi de plus normal, alors que la personne n'est pas encore décédée à 19h, vous dites qu'il est décédé à 14h. On doit vous écouter pour connaître d'où est-ce que vous avez eu l'information de la mort de ces derniers. Si on vous avait trompé, vous direz qu'on vous avait trompé. Mais moi, à mon humble avis, ça ne constitue nullement un acharnement, tout simplement d'une invitation. D'une invitation. Mais aussi, je voudrais ajouter que pour les uns et pour les autres, je vois ceux qui soutiennent le gouvernement rejeter la responsabilité sur la famille politique de Chérubin Okende, et ceux de la famille politique de Chérubin Okende rejeter la responsabilité sur le gouvernement. Il a d'ailleurs dit crime d'État. Moi, j'ai dit non. Pourquoi nous, Congolais, nous politisons tout? Qui vous a dit? Alain Kachala, est-ce que vous savez? Oui, voilà. Est-ce que vous savez que le même jour où Chérubin Okende a été, disons-le comme ça, assassiné, combien de Congolais ont été tués
quelque part dans la vie de Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. Voilà. Mais je dis que nous parlons de Chéribin parce que c'est une personnalité publique, c'est vrai. Mais en ce qui concerne ces d'autres personnes-là qui sont décédées, qui en est le responsable? Est-ce la famille politique de tel parti politique? Est-ce la famille politique du gouvernement? Moi, je pense ici que le meurtre existe. Les cambriolages qui tournent, on va dire, au vinaigre, ça existe. Mais là, on parle d'un porte-parole d'un grand parti. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on parle de lui parce que c'est une personnalité publique. C'est ce que j'ai dit. Mais moi, ce que je refuse, c'est qu'avant les résultats des enquêtes, que les deux familles politiques puissent rejeter la responsabilité. Parce que quand moi je réfléchis, je ne vois pas en quoi est-ce que Moïse Katumbi en voudrait à la vie de Chéribin Okende pour gagner quoi? Quel dividende, même politique? Même du côté gouvernement. Je ne vois pas non plus le gouvernement tirerait quel dividende politique à éliminer l'agneau, oui, l'agneau de l'opposition et gardant tout le bouc de l'opposition que nous connaissons, tel que le Mike Mukebai, bouc de l'opposition, oui, mais qui fait sa vie en prison, tel que nous avons l'honorable... Il y a Martin Fayoulou. Non, je vais citer cet honorable-là qu'on devait appréhender au même jour que Mike Mukebai, Daniel Safou, qui est un dur de l'opposition, mais qui circule dans la vie de Kinshasa. Alors je ne vois pas ce que Félix Tshisekedi et Samuel Kondé gagneraient de la mort de l'agneau Chéribin Okende. Ainsi dit, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin. Désolé Alain Kachala. Désolé Alain Kachala. Parce qu'il a parlé de l'agneau. S'il vous plaît Alain Kachala. S'il vous plaît. Une minute. Il a parlé de l'agneau. S'il vous plaît Alain Kachala. S'il vous plaît Alain Kachala. Nous sommes déjà à la fin. Les temps, c'est les temps. Nous sommes déjà à la fin. Vous avez suivi cette émission. Vous avez aimé. Merci de l'avoir fait. On va prendre les tout dernier mot des invités. C'est la première fois que vous nous visitez, vous venez à la Communication Plus télévision. Quelles sont vos impressions? Moi, je pense que dernier mot. D'abord, félicitations pour cette initiative. Oui. Communication Plus Presse, c'est vraiment un plateau qui permettra à beaucoup de nos confrères et consoeurs de faire rayonner encore leur savoir, leur intelligence, au moins aussi leur discours. Et je pense que c'est une initiative qui te permettra encore de hisser je parlerai même de ton CV en quelque sorte, ou de faire aussi entendre ton nom, ton image dans l'opinion. Je souhaite vraiment bonne chance à C+ Presse et justement je profite de l'occasion pour saluer l'équipe technique pour la qualité de travail, les responsables de la chaîne. À l'entrée j'ai été bien accueilli et je pense que l'environnement est professionnel, adapté vraiment au travail qui se doit pour un média qui se respecte. Merci beaucoup Alain Kachala, merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui te remercie. Notre porte te restera grandement ouverte. C'est la famille. Merci beaucoup également à Eddie Kaniki qui nous a fait plaisir de visiter pour la toute première fois également Communication Plus télévision. Vos impressions? Oui, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que c'est grâce à Communication Plus que je vous rencontre. Oui. C'est grâce à Communication Plus que j'ai un nouveau ami, Alain Kachala, n'est-ce pas? Et je suis content. Je trouve que le plateau il est bien fait parce que rassurez-vous, nous avons fait le tour des médias. Moi, j'ai commencé la télévision en 2004. Vous pouvez imaginer le nombre de médias que j'ai visités. Mais j'arrive ici. Je trouve les matos, ça va, mais je vous conseillerais de faire plus la promotion de C+ TV que Communication Plus TV. Voilà. C'est-à-dire en termes de nomenclature, de domination, C+ TV frappe très fort bien que Communication Plus TV. Voilà, c'est l'expérience qui a parlé. Merci beaucoup, Eddie Kaniki. Merci à vous également. Vous avez suivi cette émission. Retrouvez également la rediffusion de cette émission le vendredi. Et moi, je vous retrouve les samedis pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur les antennes de C+ Télévision. Au revoir.